Alors, je voulais qu'on évoque l'eugénisme. C'est intéressant l'eugénisme parce que, en vous lisant, je me suis rendu compte qu'il n'était pas associé uniquement à l'Allemagne nazie. D'ailleurs, il y a quelques films, quelques séries, quelques romans aussi qui évoquent cette période aux États-Unis, bien quelques décennies avant, oui, un petit peu avant l'Allemagne nazie, où l'eugénisme est une forte tendance scientifico, enfin une tendance, quoi. Ah oui, bien sûr. Donc l'eugénisme, c'est d'abord ça part de l'idée qu'il est possible de définir un trait commun, un groupe humain qui est lié à l'intelligence ou qui est lié à même un trait de corruption spirituelle. Et donc en fait, l'eugénisme, c'est quand on commence à créer une architecture de la société qui va privilégier la présence des bons groupes humains et qui va décourager la reproduction des groupes humains qui n'ont pas les traits que nous voulons. Donc, ce qu'on appelle eugénisme positif ou négatif. Donc ça, c'est quelque chose, par exemple, qui définit très bien toute la pensée nazie, qui considérait donc qu'on devait encourager une certaine race à la reproduction et décourager jusqu'à l'élimination d'autres personnes qu'on va considérer comme biologiquement inférieures. Donc vous voyez un peu à quel point c'est dangereux d'avoir cette pensée, sauf que ça ne s'est pas arrêté justement à cette période très sombre de l'histoire, mais aussi on peut voir que ça a accompagné plusieurs politiques d'immigration, aussi de rapports avec des populations autochtones en Australie, au Canada, en Suisse aussi. Donc il y a eu des rapports eugénistes jusqu'aux années 70. Mais on peut aussi considérer que quand on fait des évaluations scolaires à partir de 11 ans et qu'on décide qu'il n'y a qu'une partie qui doit continuer à suivre les voies royales. Apprendre le latin. Voilà, et que d'autres, et que finalement, quand on réalise que cette sélection masque une élimination de certaines classes ou de certaines minorités, en fait, on peut penser aussi qu'il y a un eugénisme qui se produit d'une manière invisible. Donc, on parle de néo-eugénisme, qui est en fait une tendance qui utilise les systèmes des institutions, comme l'école par exemple, pour toujours continuer à opérer cette exclusion de certains groupes et de garder à une certaine élite sociale l'accès aux voies de pouvoir. Alors il y a aussi, je voudrais qu'on évoque un petit peu cette idée de multicritères, poursuivre. Et finalement, vous vous dites, l'idée du génie solitaire, c'est clair, ça n'existe pas. Et qu'il est plutôt question d'un cheminement, ce que vous évoquiez. Et vous utilisez, je crois, le terme qui est très beau, pavé de circonstances. Oui. Alors, comme tout à l'heure, on disait qu'il est des fois possible que quelqu'un découvre quelque chose de très important par hasard. Ça ne veut pas dire que c'est un génie solitaire, c'est un peu l'anecdote. Mais en réalité, les découvertes scientifiques, les avancées dans le milieu de l'art, qui toujours nous semblent, quand on n'est pas dans le milieu même, on a l'impression que c'est une personne qui un jour s'est dit « je vais faire une révolution dans mon domaine ». Or, quand on est proche de l'histoire des sciences ou de l'histoire des arts, on voit que ça a toujours été un cheminement d'expérimentation, beaucoup d'échanges entre des personnes du même domaine, et que finalement, il y a cette métaphore du nain qui est sur l'épaule du géant. On va retenir Picasso, ou on va retenir Archimède, on va retenir Edison avec ce symbole de l'ampoule, alors qu'en fait, ces personnes viennent faire peut-être vers l'aboutissement d'un travail d'expérimentation collectif sur des décennies et qui, d'ailleurs, ne sont pas nécessairement ceux ou celles qui représentent le plus l'innovation. Un peu comme le pot de confiture, quand plein ont essayé, et puis hop, il y a celui qui l'ouvre. Alors, rien qu'à regarder l'histoire des génies, donc ça a été étudié en 2022, j'étais sur la fin d'écriture du livre, une étude qui a collecté toutes les représentations du génie dans le milieu de physique, et en fait, c'est des hommes blancs, alors qu'en fait, il existait des femmes dont le travail a été complètement invisibilisé. Et donc, cette invisibilisation des autres n'est pas anodine aussi. Qui on invisibilise? On invisibilise ceux qu'on ne veut pas considérer comme capables d'innovation. Et ça continue d'ailleurs dans le mythe de l'entrepreneur,
Imaginez Steve Jobs dans son garage, il n'y a jamais eu Steve Jobs dans son garage, ou Elon Musk un peu spécial dans sa façon de gérer, c'est ça qui le rend créatif. En fait, toute innovation, même entrepreneuriale, repose sur une interdépendance très complexe. Et aujourd'hui, on parle bien sûr de sauveurs green, voilà, des nouveaux milliardaires qui vont sauver la planète avec des technologies écologiques. En fait, non, ça va toujours être le travail de beaucoup de personnes dans l'infrastructure, des militants, des chercheurs, des activistes. Et donc, en fait, tout ça, c'est parce qu'on est attaché à ce mythe du génie solitaire sauveur. C'est intéressant quand vous mentionnez le garage pour Steve Jobs et Wozniak, qui n'est pas complètement faux. Il y a même des marques par la suite qui se sont inventées leur mythologie de garage alors qu'ils n'ont jamais rien créé dans un garage. Ça c'est extrêmement bien développé dans les travaux de Anthony Galuzzo, qui lui s'attache à démontrer la naissance de ce mythe de l'entrepreneur, sur quoi il repose et qu'est-ce qu'il invisibilise. Et puis aussi, j'ai été intéressé par, vous évoquez le quand on veut, on peut, on connaît, et vous le retournez et vous dites finalement, on pourrait aussi dire quand on peut, on veut. C'est surtout qu'on doit dire quand on peut, on veut. Et quand on veut, on peut, c'est une injonction à la volonté. Ça veut dire considérer que si nous n'avons pas les moyens, c'est parce que nous n'avons pas assez voulu. C'est parce que nous n'avons pas assez persévéré. Bien sûr que la volonté, la persévérance, le travail, c'est nécessaire. Mais sauf qu'ils doivent d'abord être présents dans un contexte de moyens. C'est comme si je dis, Mozart, il s'est réveillé un jour, il est parti tout seul. Il avait 2 ans, il est parti chercher un clavecin et il s'est mis à déchiffrer. Non, il y avait déjà les moyens. Après, je ne sais pas ce qu'il a mis de lui-même. De la même façon, quand on regarde les chercheurs qui travaillent sur Annie Leroux ou Bernard Laïve qui travaillent sur les conditions d'apprentissage des enfants à 5-6 ans, en fait, on va voir que les enfants à 5-6 ans ont déjà des compétences complètement différentes les uns des autres, qui est extrêmement corrélée à la classe socio-économique des parents. Ça, c'est les moyens, ce n'est pas la volonté. Ces enfants c'est pas qu'ils n'ont pas assez voulu, c'est qu'il faut d'abord accéder aux moyens pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on désire, comment je le désire. Donc, je ne dis pas que, après, il ne faut pas le travail, parce que j'en ai dit que vous invitez à l'inertie. Non, je réfléchis à la réflexion que nous devons mener collectivement pour que les moyens soient le plus partagés. Ce mythe de l'égalité des chances, ça veut dire l'égalité des moyens, ça veut dire l'égalité des conditions et des possibilités. Et après, à partir de là, les gens, ils mettent la volonté qu'ils veulent. Et d'ailleurs, alors ce qui en effet n'enlève rien à l'effort, à la détermination, à la persévérance. Ce n'est pas incompatible. Encore une fois, comme vous disiez tout à l'heure, ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est aussi un peu des deux. C'est un peu des deux, avec d'abord la présence du dispositif. Après, bien sûr, ça devient un cycle. Une fois que vous avez les moyens, vous allez en chercher plus. Ah oui. Une fois que vous avez eu l'attention des autres, vous allez valider cette attention. Parce qu'en fait, la présence de petites réussites va vous donner de la motivation pour continuer. Donc, j'utilise aussi cette métaphore de si on a couru 50 mètres par rapport à ceux qui ont couru 100 mètres, bon, on a quand même couru. Il faut juste qu'on reconnaisse qu'on a couru moins de distance parce qu'on avait plus de moyens. Donc, c'est ceux qui arrivent et qui me disent « mais moi, j'ai travaillé ». Ça, j'ai eu beaucoup de transclasses qui me disent « mais tu es en train de dire que comme si on n'a rien fait ». Je dis « non, je ne dis pas ça. Mais ce n'est pas ce que tu as fait qui explique là où tu es. C'est en grande partie la manière de qui tu étais entouré et qui explique. Mais bien sûr, si tu n'as rien fait de ces moyens, tu ne serais pas arrivé. Donc, c'est tellement simple de se dire « j'ai couru moins que les autres, j'ai couru quand même, mais j'ai couru moins que les autres parce que j'avais ces opportunités, parce que j'avais ce physique, parce que j'avais ces parents, parce que j'avais ces amis, parce que j'étais née dans cette ville à tel moment. » Ça n'enlève rien. Alors, je me suis reconnu dans vos propos sur les transclasses. Vous reconnaissez transclasse et ça m'a touché puisque moi aussi. C'est un mot que j'ai découvert d'ailleurs assez récemment. Avant, je disais fils d'ouvrier. Les mots changent, mais finalement, ça dit à peu près la même chose. Et puis, l'ouvrier aujourd'hui n'est plus tout à fait la même chose. Mais alors, quand vous parlez de ces gens qui courent un peu moins, on pourrait dire qu'à ce moment-là, les transclasses sont des gens qui pourraient considérer avoir couru un peu plus. Les histoires sont singulières. Moi, souvent j'entends des gens disent « oui, mais toi, tu es une bourgeoise, qu'est-ce que tu comprends ?» Je me dis,
Je ne vais pas me mettre à me défendre en disant non, non, je suis aussi mon père, il portait des valises dans les hôtels, parce que mon histoire n'est pas intéressante pour la question qu'on est en train de soulever. C'est d'ailleurs peut-être la première chose qu'on doit en tant que scientifique garder, c'est que l'anecdote personnelle n'est pas une preuve scientifique. Et on ne peut pas écrire des livres de sociologie en parlant de notre... Après, bien sûr, que je dise que parce que j'ai connu ce passage de classe, que je peux témoigner de ce qui fait que certains y arrivent et d'autres pas, mais je n'ai pas travaillé plus que mon père. Je n'ai pas travaillé plus que mon père qui se levait à 5 heures du matin, revenait le soir, qui a le corps usé aujourd'hui. Ça veut dire, c'est ça le seul témoignage que je peux porter de mon passage. Mais il faut vraiment se méfier de ne pas être nous-mêmes un instrument supplémentaire pour justifier la mobilité sociale. Et c'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas écrit de ma vie dans ce livre. Parce que même si le désir naît de ma vie, mais il ne s'agit pas de ce sujet parce que je sais qu'on peut dire « oui, mais vous avez réussi, comment expliquer que les autres ne le font pas ?» Ah ben, je peux très bien l'expliquer si je me plonge dedans. Mais on n'est pas assez suffisant en tant qu'individu pour parler de système.